O-News Radio sur outremernews.fr. Guadeloupe, actualité. À l'heure où je vous parle, les députés examinent encore la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans qui est défendue par le groupe La France Insoumise NFP à l'occasion de leur journée d'initiative parlementaire. Le texte propose notamment de revenir sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans et sur l'augmentation de la durée de cotisation pour l'obtention du taux plein. Adopté en commission à 35 voix pour et 16 contre. Et un mois après l'examen de la proposition de loi similaire du Rassemblement national, l'abrogation risque fort de ne pas être votée aujourd'hui. Après plus de 7 heures de débat, seules quelques centaines d'amendements ont été passés en revue sur les plus de 900 déposés par le parti présidentiel. Une obstruction dénoncée par l'opposition qui a jusqu'à minuit, soit encore 30 minutes, même pas, pour faire voter cette abrogation des retraites. Et la CGTG, elle faisait un point aujourd'hui sur la grève en cours à EDF-PEI. Le syndicat persiste et signe sur l'application de la loi quant aux congés payés et entend durcir le mouvement si ces doléances ne sont pas entendues. On écoute Jean-Marie Nomertin et Nathanaël Vérin au micro d'Olivier Félix. Avec grève à EDF-PEI, depuis le 2 septembre et depuis le 25 novembre, avec grève à des camarades de COP Écologie, nous avons dit que c'était fondamental pour nous de faire un point, mais d'autres sujets aussi. Alors, principalement, si les grèves en cours, nous avons dit une caractéristique dans des grèves là, c'est que les camarades commandent tout simplement application à la convention collective, application et disposition du Code du travail, et que ne voilà-t-il pas qu'il est obligé de faire grève pour ça. Je ne dis pas de dialogue. Pas de dialogue. On a le directeur de la dette, M. Ludovic de Gaillon, qui nous a fait parvenir un retour de DFPI concernant un protocole de fin de conflit qui serait assigné. Il est triste de constater que ce que nous étions dit pendant plus de 60 jours autour de la table, ce n'est pas ce que DF a retenu dans la proposition qui nous a été faite. On va certainement travailler dessus pour leur faire un retour, sur ce qui avait déjà été fait par nous vendredi dernier. Mais vraisemblablement, la direction n'en a pas tenu compte. Pas de négociation en cours. Le directeur de DFPI, M. Mayer Frédéric, est rentré à Paris. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés plus que jamais sur notre piquet de grève et nous appelons la direction de DF, en tout cas, à s'asseoir autour de la table pour recommencer les négociations. Si, en tout cas, pour nous grévistes, nous constatons qu'il n'y a pas de volonté de sortir du conflit de la part de la direction, malheureusement, nous allons devoir durcir le mouvement. Le syndicat UTS-UGTG, lui, célèbre ses 50 ans de lutte pour la santé en Guadeloupe. L'occasion de faire un focus sur les anciens qui ont mené les tout premiers combats. Regardez. Nous avons décidé de marquer Julassa en faisant au niveau ACHU une journée de formation pour les collègues qui sont ici. Pour connaître qui l'UTS-UGTG, qui combat que l'UTS-UGTG a mené depuis tantôt on dit dans l'hôpital là ça et a commencé qui gros à parler sur ça que les anciens ont dit depuis 1982 premier gros grève qu'ils ont fait dans l'hôpital là ça et depuis ça nous pas rouler comme ça pour droit et liberté à travailler en action. Nous avons fait tout ça, nous avons fait pour que ça mette personnel là à l'aise en droit et pour aussi que tout usager qui rentre ici, tout malade qui rentre ici, au niveau à la santé, qu'il y ait un soin qui avait et qui nous valait. Je travaille 42 ans à l'hôpital là, à Tantromato, à Dr Vassao, et resté depuis 78 et à partir en 2004, avec près de bon année. En syndicat là, enfin, t'es d'une chose là, pour moi, te faire revoir ces collègues là. Et d'autres collègues qui parlent encore, j'ai parti. Et j'étais content de là qu'il est là, puisque ça a fait moi revoir tout sans passer avec le GTJ.
l'UTS, nous bosser, nous travaillons. Ces collègues-là, nous étaient soudés. Nous étions très soudés l'un avec l'autre. Nous faisons un focus en les anciens camarades qui sont à la retraite. C'est eux qui ont ouvert chemin à la lutte. C'est eux qui menaient les premiers combats qui étaient nés. Donc, nous sommes obligés de lier en nez avec eux pour nous, parce qu'ils ont fait ça nous aujourd'hui là. Donc, il faut nous lier en nez avec eux pour nous faire ça faire demain aussi. Et pour nous suivre toujours le même chemin là, même l'arrêt là, pour mener combat avec dignité. Il y a des slogans que nous mettons longtemps pour, c'est de dire que travailler la santé, de transformer, nous devons transformer nous en militants de la santé. C'est ça nous fait pendant des ans et demi à Sibicla, notamment avec la santé. C'est ça nous fait depuis quelques mois, depuis notre travail. Mais ça, c'est ça nous dans plusieurs mouvements que nous engagés. Et c'est ça nous a gourmé, nous a pas espéré, nous déterminer à faire en sorte que l'esprit là, ça, que l'engagement là, ça, que militant syndical là, ça, continue dans nos hôpitaux là, et dans tous les hôpitaux, tous les services de soins qu'il y a en Guadeloupe, qui est intra-hospitalier, qui est extra-hospitalier, qui est à domicile, qui est également dans les EHPAD, parce que là aussi nous présents dans les EHPAD, dans les cabinets médicaux, dans toutes les offres de soins, l'UTS est présent pour clairer l'État de Guadeloupe dans tout domaine. Un reportage signé Grégory Laps. L'Université des Antilles, le CROUS et la Caisse générale de sécurité sociale signent une convention pour faciliter aux étudiants l'accès aux prestations. Un partenariat pour préserver le capital santé de jeunes qui trop souvent la mettent de côté, faute de moyens. Regardez. L'enjeu pour nous, effectivement, c'est de permettre aux étudiants de connaître l'intégralité de leurs droits, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui parce qu'ils sont pris par tout un ensemble de préoccupations. Donc c'est vraiment être en proximité, améliorer la collaboration entre l'ensemble des acteurs pour que chaque étudiant puisse connaître l'ensemble des dispositions qui leur permettent d'accéder à leurs droits. Et en accédant à leurs droits, ça leur permet d'accéder à leurs soins. L'intérêt de cette convention, c'est que dans l'application messervicesétudiants.gouv.fr, un étudiant pourra avoir accès donc à une brique spéciale qui est prendre rendez-vous pour parler de ma santé. Malheureusement, on constate que bien souvent, la santé est laissée de côté par les étudiants parce que malheureusement, trop souvent, on est dans le curatif et ça peut être trop tard. Donc, dès que la Caisse générale de sécurité sociale nous a proposé cette possibilité-là, nous avons bien entendu, avec enthousiasme, d'abord dit merci et évidemment oui. C'est un acte vraiment très important aujourd'hui et je suis très reconnaissant à la CGSS et au CROUS d'avoir fait ces propositions. Donc cela, je pense, va changer le quotidien de nos étudiants, en particulier les plus vulnérables d'entre eux, avec des actions de conseil, de prévention, mais également la présentation de dispositifs, y compris numériques, d'accès aux soins qui leur sont destinés. C'est tout un ensemble de travaux qu'on va mener en commun pour expliquer aux jeunes quels sont, j'allais dire, les gestes idéaux, mais le terme n'est pas forcément approprié, pour conserver son capital santé. Donc c'est comment, quand on est jeune, on évite de développer des pathologies plus tard, grâce à de l'activité physique sportive, grâce à une hygiène alimentaire, enfin voilà, tout ce qu'on appelle l'hygiène et la qualité de vie. Nous avons des élus étudiants, des vice-présidents et des élus et des associations avec lesquels nous sommes en contact en permanence et qui sont en lien bien sûr avec la totalité des étudiants de tous les campus de l'université. Nous avons également une application qui s'appelle Mayua qui peut s'installer sur les smartphones, les tablettes, etc. ou qu'on peut consulter sur le web et qui permet de disséminer l'information de manière immédiate et rapide. Donc entre l'implication forte de nos élus étudiants, de nos associations et cet outil numérique, tous les étudiants seront informés immédiatement. Et maintenant, parlons effectivement des opérations organisées dans le cadre du Téléthon par la ville de Sainte-Rose. Et à cet effet, nous recevons Ginette Verroy, élue à la ville. Bonsoir Madame Verroy. Bonsoir. Vous êtes en compagnie de Vincent Jean-Louis, qui est développeur de projets à la ville de Sainte-Rose. Bonsoir Monsieur Jean-Louis. Bonsoir. Alors, du 25 au 3 décembre prochain, la ville effectivement organise une série d'événements pour agir et pour guérir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une population face à nous, on veut quand même sensibiliser la population sur des situations qui se présentent et qui existent, et se dire qu'il y a l'autre à côté de nous, et on doit unir tout le monde, faire avec tout le monde et pour tout le monde. Donc la ville s'est décidée d'être ville inclusive, ne laisser personne sur le bord de la route et organiser pour tout le monde. Donc le maire Adrien Baron s'est fixé une directive
en prenant ses fonctions et en disant qu'il doit pouvoir répondre à la demande de la population autant que possible et mettre en place des organisations qui permettront au moins d'unir les gens, de répondre et même au niveau des enfants, faire participer les enfants pour prendre conscience des situations qui sont autour d'eux et que c'est pour ça qu'on a mis en place cet nombre de manifestations. Et donc monsieur Vincent, Jean-Louis Vincent a mis en place un projet sur des jours du 25 au 3 décembre et la ville va s'y atteler. On va essayer de faire pour que tout le monde participe et qu'on ramène tout le monde dans le bourg de Sainte-Rose et même dans les localités avec les associations qui sont également interpellées pour que dans chaque quartier, que chaque association représente au moins son secteur et met en place ses savoir-faire et ses contacts avec la population. Vous êtes anti-exclusion sur Sainte-Rose? Non. Enfin, je ne dirais pas anti-exclusion. On veut l'être. Parce qu'actuellement, à le devenir. Voilà, parce qu'on remarque quand même, il y a quand même l'exclusion. Donc, on veut inclure tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on va parler des gens qui présentent un certain nombre d'handicaps, des gens qui sont seuls, les gens qui sont au bord de la route délaissés, les gens qui ont des problèmes de famille. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, on va mettre en place des situations qui leur permettraient de se sentir épaulés, entendus et aussi avoir le contact. Alors, comment va se goupiller justement ces manifestations? Comment elles vont se goupiller? Alors, du coup, comme vous l'avez dit, donc nous avons déjà commencé la manifestation. Elle a commencé le 25 et prendra fin le 3. Donc, du coup, du 25 à demain, au 29, les associations ont mis en place un certain nombre d'activités, d'actions. Alors, avant de rentrer dans le programme, c'est vrai que la manifestation, l'opération Agir pour guérir, concerne 3 causes principales, donc le Téléthon, le SIDAction et la Journée internationale de la personne handicapée. Voilà, donc c'est sur ces 3 causes que nous avons travaillé. Donc du 25 jusqu'à demain, les associations ont mis en place des activités pour sensibiliser, pour mobiliser autour de ces 3 causes. Ensuite, à partir de demain, nous avons le marathon des scolaires, donc qui touchera tous les scolaires de la ville. Donc ils seront surtout mobilisés pour le Téléthon. Donc cela demain à 10h. Puis le samedi à 19h, nous aurons la Sainte-Rose Color Run. Donc tout simplement un moment de festivité pour pouvoir se mobiliser tous ensemble pour la lutte contre les maladies, pour la lutte contre l'exclusion. Voilà, donc tout le monde est attendu, qu'on soit valide ou non valide. Donc voilà, tout le monde est attendu pour ce moment de fête. Après, suivi du 1er et du 2 décembre, pour la journée du SIDAction, donc nous ferons une caravane pour pouvoir sensibiliser autour du sujet. Et enfin, nous avons le 3 décembre qui sera la journée, comme je le disais, de la personne handicapée, où nous aurons une permanence CAF, une permanence CCAS. Donc voilà, on pourra venir sur le village sensibilisation pour trouver des réponses à tout sujet. Il y aura aussi d'autres stands au service de la population. C'est ça. D'autres intervenants qui tiendront des stands au service pour... Puisqu'il y aura tout un village, carrément. Voilà, il y aura tout un petit village avec des intervenants, des associations. Des associations. Très bien, très bien. Alors, on a noté qu'il y a tout un planning, effectivement, qui a été mis en place. Mais on imagine que la ville travaille déjà beaucoup à répertorier un petit peu chaque personne sur le territoire, chaque personne qui sera en difficulté. Oui, dans la mesure que les associations sont sur place, ils connaissent leur localité et elles participent, donc ça ne sera pas difficile et on les connaît déjà. Puis on dit les handicapés, mais c'est des gens présentant un handicap. Oui, c'est personnes porteuses de handicap. Porteuses d'handicap. Donc c'est pas forcément un handicapé au fauteuil, enfin, un fauteuil roulant, c'est tout handicap confondu. Et souvent ils sont invisibles. Ils sont invisibles parce que ça peut être physique, psychique et exactement. Il n'y a pas d'handicap, on ne voit pas tout à l'œil, hein. C'est quand vous fréquentez quelqu'un, vous êtes proche de quelqu'un que vous voyez vraiment, je lui dis ça, mais il ne m'a pas compris, il ne m'a pas entendu, il ne voit pas bien. Alors il y a plusieurs types d'handicap, donc ces personnes porteuses d'handicap. C'est vrai qu'on a une façon de parler qui n'est pas forcément... et ce qui ne passe pas forcément très bien. Quand on parle d'handicapé, là on brusque déjà les gens. Donc c'est porteur d'handicap et n'importe qui peut être porteur demain. C'est ça. Exactement.
Donc, toujours sensibiliser, c'est ce que fait effectivement le Centre communal d'action sociale. On va reprendre le planning rapidement pour les téléspectateurs, puisqu'il y a 4 jours. Alors, du coup, demain, le 29 novembre, à 10h, nous avons le marathon des scolaires dans les rues de la ville. Ensuite, le 30 novembre, donc samedi soir, à 19h, nous avons la Sainte-Rose Color Run, qui se tiendra aussi dans les rues de la ville, et avec un show final avec artistes, DJ, sur la place de la Verdure. Le 1er et le 2 décembre, nous avons le SIDAction, la caravane SIDAction. Et le 3 décembre, nous avons la journée internationale de la personne en situation de handicap. Très bien. Le mot de la fin, Madame Viroy. Je dis qu'on attend toute la population, même les voisins, les voisines de Sainte-Rose, des villes d'à côté, pour que ça fasse quand même une bonne action, une grande fête, et permettre à tout un chacun de s'adonner, de participer et de collaborer en fait, et voir que personne n'est resté en dehors de cette manifestation, et que nous voulons vraiment que ce sont les objectifs du maire, de mettre toute la population dans symbiose, et pour permettre à chacun de discuter, d'être ensemble, que ce soit les aînés, les jeunes, les moins jeunes, les plus petits. Alors c'est pour ça qu'on compte tous les âges en fait, pour pouvoir mettre en phase tous ces gens-là. Alors on attend tout le monde. Qu'est-ce que vous dites? Et vous donnez les moyens à tout le monde? On sait que les finances de la mairie sont revenues dans le vert. Donc techniquement, il devrait y avoir c'est-à-dire qu'on reçoit les gens. Qu'est-ce que vous dites, les moyens? On ne donne pas d'argent aux gens. On met des activités en place pour permettre aux gens de se... Non, mais c'est pas directement, mais pour faire des opérations. C'est vrai que maintenant, en fait, la ville travaille de façon à ce que tout le monde, que toute la population puisse se sentir à l'aise. Donc maintenant, en fait, on a adopté la politique d'une ville engagée et d'une ville où finalement il fait bon vivre. Donc voilà, donc Sainte-Rose à partir de maintenant est vue pour nous comme le territoire du bon vivre, la ville inclusive. La ville inclusive. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir nous présenter donc ces opérations qui sont organisées sur la ville de Sainte-Rose. N'hésitez pas à vous y rendre. On va parler notamment de handicap et c'est important effectivement d'en parler. Si je pouvais dire, sachez que le Téléthon, tout ce qui sera encaissé va être reversé. Il y a aussi le Véloton, il y a quand même tout ça pour que les gens participent, puis ils donnent, pour qu'on sache quand même que Sainte-Rose, on est quand même des généreux donateurs. Merci beaucoup. Et dans le cadre de sa rénovation urbaine, Cap Excellence signe une charte d'insertion et d'emploi avec l'État. Ce document guide constitue une réponse à l'obligation d'accès à l'emploi des habitants des quartiers prioritaires, une clause sociale qui représente 156 000 heures d'insertion pour le public cible. Regardez. Ce matin, nous sommes réunis, c'est une réunion d'étape, c'est pas la finale, mais c'est un processus de co-construction avec tous les acteurs, comme vous voyez, qui sont l'État, qui sont les bailleurs sociaux, et qui sont aussi les acteurs associatifs qui doivent participer à cette vaste opération de renouvellement urbain, où il va y avoir quelques nuisances pendant un certain temps, il va y avoir des besoins qui vont émerger, et donc c'est tous les partenaires se sont réunis pour pouvoir finaliser cette fameuse convention de gestion urbaine de proximité. Donc oui, je me félicite de cette avancée. Et pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien, il faut que chacun sache que c'est un long processus. L'action publique nécessite que tous les acteurs soient entendus pour que nous puissions nous donner les moyens de faire que cette opération soit une réussite. On a signé la charte de territoire pour l'emploi, l'insertion, généralement dans le cadre de la politique de la ville, des publics jeunes et moins jeunes qui sont éloignés de l'emploi, dans ce nombre de quartiers dits quartiers prioritaires de la ville, et ils sont nombreux, au moins une dizaine, disons, grosso modo, et qui va permettre, dans le cadre des gros chantiers, plusieurs millions, avec de nombreux partenaires, maîtres d'ouvrage, notamment les bailleurs essentiellement, qu'on connaît, de rénover la ville, dans un certain nombre de quartiers, de profiter pour créer aussi, offrir de l'insertion par l'emploi, plus ou moins durable. Ça peut déboucher sur un CDI également, pour tous ces publics qui sont en attente, pour limiter évidemment le départ de nos jeunes vers d'autres cieux, et pour en même temps aussi permettre le développement de l'activité, de l'emploi sur le territoire évidemment guadeloupéen, et singulièrement dans le cadre de la rénovation urbaine
de Cap Excellence qui porte essentiellement sur les territoires des Abîmes et de Pointe-à-Pitre pour ce qui concerne les politiques de renouvellement urbain. Et on enchaîne avec la publication des résultats de la consultation citoyenne sur la planification écologique. Pour rappel, les autorités se sont fixés des objectifs pour 2030, dont la réduction de 45% des émissions de CO2 sur l'archipel Guadeloupe. Et les deux plus gros producteurs sont la consommation d'énergie et le transport, qui d'ailleurs sont à l'étude. Pour exemple, une enquête a permis de montrer que si les Guadeloupéens préfèrent leur voiture personnelle, c'est parce que le transport public est trop peu qualitatif. On n'aurait pas deviné, le reste en images. Toute la démarche qui a été lancée par la COP, c'est une démarche qui a été lancée de manière globale sur l'ensemble du territoire. Elle est copilotée avec nos collègues du Conseil régional c'est une démarche qui est associée à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la première chose, ce sont les citoyens, puisqu'il y a eu vraiment tout un travail qui a été fait vis-à-vis des citoyens sur la manière dont ils s'appréhendent la COP et les différents sujets de préoccupation qu'il peut y avoir. En parallèle, il y a eu également un travail qui a été fait vis-à-vis des collectivités par rapport aux préoccupations que peuvent avoir les élus sur le territoire et les enjeux qu'ils peuvent avoir. Et tout ça a fait l'objet de travaux, dans le cadre de groupes de travaux, tout au long du premier semestre 2024. Les questions de transition écologique sont des questions qui touchent profondément la vie des citoyens. Et donc, les pouvoirs publics cherchent à recueillir les sentiments des citoyens sur ces questions-là. C'est-à-dire, que faut-il faire pour mieux vivre, pour mieux se nourrir, pour mieux se loger, pour mieux se déplacer. Et donc aujourd'hui, ces politiques-là, elles sont bâties en tenant compte des souhaits profonds des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle il est apparu important qu'il y ait une consultation citoyenne pour entendre ce que la population a à dire sur ces sujets qui sont éminemment importants. Une étude réalisée récemment sur l'attachement des Guadeloupéens à la voiture a montré que pour quelles raisons vous n'allez pas vers les transports, c'est parce qu'à 40%, c'est parce que le service est considéré comme étant trop peu qualitatif. Alors que dans le même temps, 16% se disent prêts à abandonner la voiture pour aller vers du transport en commun si l'offre est plus qualitative, plus régulière, où les horaires sont davantage respectés, on connaît les lignes, donc on a accès à l'information, des tarifs, et également on a la possibilité d'attendre le bus dans de bonnes conditions. Le séminaire, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire c'est pas simplement on fait un constat et puis point final, et si vous me permettez l'expression, c'est un mémoire qui va rejoindre la bibliothèque, pas du tout. L'objectif, c'est que ce soit vivant, c'est-à-dire chaque année, on va refaire des points. Là, on a identifié des mesures un peu phares. Ces mesures phares vont faire l'objet d'évaluation et chaque année, on va regarder l'évolution. Cette évolution-là, on espère qu'elle va être positive. Mais pour autant, l'évaluation, si au bout d'un an, imaginons, elle est négative, il faudra qu'on tire les conséquences, qu'on voit pourquoi elle a évolué négativement et voir s'il y a des possibilités de correction par la suite. Voilà. Donc c'est vraiment un travail qui est un travail de longue haleine et qui est un travail sur l'ensemble du territoire, et c'est pas pour rien que les objectifs de la COP, on est sur 2030. O-News Radio sur outremernews.fr.